Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24. Merci de suivre Ecopresse, votre magazine d'information économique et financière en débat, commenté par des journalistes. Pour ce rendez-vous spécial d'Ecopresse, nous abordons deux sujets de l'actualité économique ivoirienne. Crise dans le secteur de l'agro-business en Côte d'Ivoire, causes et conséquences. Et nous parlerons aussi du cacao ivoirien, pourquoi son exportation pose problème. Pour en parler, nous recevons deux journalistes et non les moindres. Francis Taki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du journal L'éléphant déchaîné, un bi-hebdomadaire ivoirien satirique et d'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je reçois également Borja Kobri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la Tribune de l'économie, un hebdomadaire ivoirien d'information économique et financière. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour nous également. Alors, le décor est planté. Nous abordons le premier sujet de cette émission. Ces derniers temps, les entreprises d'agrobusiness ont connu une prolifération sans précédent en Côte d'Ivoire. Ces entreprises font appel à des souscriptions concernant des projets agricoles. Certaines entreprises proposent 100%, 200%, voire 300% et plus retour sur investissement. Et voilà qu'au dernier trimestre 2016, le gendarme du marché financier de l'UEMOA décide de mettre de l'ordre puisqu'il considère cette activité comme un appel public à l'épargne. Et puis, début décembre, le sujet a fait polémique jusqu'au gel des avoirs des entreprises d'agrobusiness par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre cet élément que nous avons réalisé, qui retrace un peu, n'est-ce pas, de façon chronologique ce qui s'est passé. Ces dernières années, le monde ivoirien des affaires a été bouleversé par la percée des entreprises d'agrobusiness. Ces entreprises ont opéré à grand renfort de publicité pour faire la promotion de leurs offres d'investissement agricole, proposant des rendements alléchants allant de 100 à 500%, voire plus, de la mise initiale. Ces entreprises ont réussi à appâter un grand nombre de souscripteurs. Par leur procédé de promotion des souscriptions, ces structures se livrent à une sorte d'appel public à l'épargne. De quoi soulever le courroux du gendarme du secteur, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Le régulateur a produit un communiqué le 25 novembre 2015, mettant en garde ces structures. Un communiqué analysé et mis à la lumière par la Tribune de l'économie dans sa parution du 13 décembre 2015. Désormais, dans le débat public, cette affaire suscite des passions dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Interpellé par le Conseil national du crédit, en sa session du 22 septembre 2015, l'État ivoirien, par le biais du Trésor public, a mis en place, au mois de novembre, un groupe de travail pour étudier la question. Composé du Trésor public, de la BCAO, de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, de la Cellule nationale de traitement des informations financières, du ministère de l'Agriculture et du Centre national de recherche agronomique, CNRA, ce groupe de travail a produit un rapport fin décembre dans lequel des entreprises d'agrobusiness ont été épinglées par des enquêtes préliminaires. L'affaire a été portée devant le Conseil des ministres. Le 5 janvier dernier, toutes les institutions bancaires du pays se sont vues adresser par la police économique une réquisition délivrée par le procureur de la République. Elle a consisté à mettre les comptes bancaires de ces entreprises d'agrobusiness sous surveillance avec toute interdiction d'opération de débit. Au sortir du Conseil des ministres du 25 janvier 2017, le gouvernement a rendu public le rapport des enquêtes. Selon ces enquêtes, 28 entreprises d'agrobusiness ont été dénombrées avec 36 699 souscripteurs qui ont investi 66 milliards de francs CFA pour une promesse totale de 660 milliards de francs CFA. Et les soldes disponibles sur le compte de sa société s'élèvent à 22,7 milliards de francs CFA. Environ 44 milliards de francs CFA des fonds des souscripteurs sont sans trace selon les enquêtes. Le gouvernement a invité les autorités judiciaires à accélérer les procédures en cours en vue du remboursement des souscripteurs sur la base des ressources disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness et aussi engager des poursuites judiciaires contre les dirigeants sociaux des entreprises en faute. Cette affaire est loin d'être terminée puisque les souscripteurs ont engagé des actions de protestation pour réclamer leur dû. Les semaines et les mois à venir nous situerons sur le dénouement de cette affaire nationale. Alors, Borja Kobri, comme on l'a constaté, tout est parti d'un article que vous avez écrit dans la Tribune de l'économie. Un article qui a analysé un courrier du gendarme du marché financier. Alors, d'où vient cette crise, Borja Kobri?
ce qu'il faut dire sur la crise du secteur de l'agrobusiness, c'est qu'en fait, ça n'a pas commencé. Peut-être que c'est nous qui avons peut-être, je peux dire, dévoilé certaines choses, ou bien dévoilé peut-être ce qui couvait. Voilà, mais en fait, les choses ont commencé bien avant. Notre premier article est paru dans le cabinet de l'économie, je crois autour du 13 décembre 2016, en fait. Parce que les choses ont commencé à partir d'une interpellation du Conseil national du crédit, le CNC, voilà, qui a interpellé les autorités financières, c'est-à-dire le ministère de l'économie, sur l'ampleur du phénomène de l'agrobusiness, la prolifération de structures qui faisaient appel à la souscription pour des investissements dans le secteur de l'agrobusiness, dans certaines cultures verrouillères spécialement. Donc le Conseil national du crédit s'est inquiété et a interpellé le ministère de l'économie, qui, je crois, sûrement, peut-être en collaboration avec le conseil régional, a décidé de mettre en place un groupe de travail qui devait enquêter sur ces structures. Un groupe de travail qui était composé du trésor public, des banques, la zone professionnelle des banques, la Banque centrale, la BCAO, le ministère de l'Agriculture, le CNRA, tout ça, pour enquêter véritablement, pour voir véritablement si le business model de ces structures-là, pour voir également si les souscriptions, il y avait un lien entre les souscriptions qui sont collectées et puis les techniques avec comment je peux dire, les ventes de produits agricoles, voir véritablement s'il y avait un lien, si véritablement avec les surfaces cultivables et puis les techniques utilisées, véritablement ces structures-là étaient à même de produire ce qu'elles promettaient aux souscripteurs, voilà. Donc, en fait, c'est de là que tout est parti. Tout a commencé autour de septembre. Voilà. Alors, oui, ok, allez-y. Oui, mais nous, en fait, c'est à partir du communiqué du conseil régional que, en fait, on a été alerté, en fait. Ce communiqué, il a été publié le 25 novembre 2016. Voilà, c'est-à-dire, je peux dire plus d'un mois après l'interpellation du Conseil national du crédit. Voilà. Et le conseil régional a clairement dit que les souscriptions, ça s'appelle la souscription, là, pouvaient être assimilables à un appel public à l'épargne, pour lequel ces structures-là avaient besoin d'un visa. Alors moi, avant qu'on arrive à ce sujet, à cette partie, n'est-ce pas, du sujet-là, Francis Taki, ces entreprises exercent depuis un certain nombre de temps. Pourquoi maintenant, c'est-à-dire à partir de septembre-là, au dernier trimestre de l'année 2016, que le gendarme financier se réveille? Réellement, je pense que à partir de septembre 2016, ce réveil est dû à la propension que cette activité a commencé à prendre dans le pays. Parce que, pour mémoire, il faut dire que cette activité existe il y a quand même un peu longtemps. Il y a des structures qui, depuis 8 ans, 10 ans, existent. Donc l'agrobusiness est un secteur rentable. C'est une activité réelle qui existe, qui peut s'exercer, mais à un certain nombre de dispositions. Donc je pense que ce réveil n'est pas tardif, mais l'ampleur des choses a fait de sorte que je crois que le gendarme de l'économie régionale a pris son bâton de pèlerin pour attirer l'attention de nos autorités sur cette question. Est-ce que c'est pas parce que le gendarme est peut-être une entité, j'allais dire supranationale, que l'État de Côte d'Ivoire a peut-être pris la chose au sérieux? Mais bien sûr, on en parlait, les journaux en parlaient, la population en parlait, les banques en parlaient. Personne, je veux dire, ne prenait au sérieux cette alerte. Mais je pense qu'avec l'intervention de l'UEMOA, cela a permis au gouvernement de prendre au sérieux cette alerte. Donc, c'est tout à fait normal et que le gouvernement s'active, parce que le gouvernement n'est pas une entité hors de l'UEMOA. Tout à fait. Voilà. Ok, bon, Jacobi, on revient à vous. Justement, l'un des points saillants, sinon le point saillant même du communiqué du marché régional de l'UEMOA, du régulateur, c'est que c'est un appel public à l'épargne. Et donc, les entreprises n'avaient pas le droit d'exercer. Expliquez-nous un peu, expliquez aux téléspectateurs qui nous suivent pourquoi. Puisqu'ils ont eu l'autorisation du CPC pour exercer. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la public à l'épargne, c'est que c'est une activité qui est réglementée en fait, au niveau du marché financier. Voilà. Parce que se lever comme ça, et venir sur la place publique, et faire la publicité d'un produit pour lequel on appelle les populations à venir souscrire pour avoir des ressources d'investissement, ça peut être assimilable dans certaines proportions, dans certaine manière, à un appel public à l'épargne qui est réglementé au niveau des marchés financiers et dont l'autorité de régulation est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Alors, pour monter l'activité, il faut forcément un visa du Conseil régional. Maintenant, de là à dire que
moi j'ai eu mon agrément au CPC, donc cet agrément, le CPC me permet d'exercer, me permet de faire ça. Non, là, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que dans tout pays, il y a des activités qui sont réglementées. Réglementées à quel niveau? Parce qu'une société commerciale, une banque est une société commerciale. Mais lorsqu'on crée une banque, à partir de toute l'animation en matière qui, bon, nous CPC, après, il faut avoir de façon complémentaire un agrément de la commission bancaire pour exercer. Pour ça, cet agrément a la condition à remplir en termes de capital, en termes d'organisation, en termes c'est même propre à certaines corporations, hein. Oui, même au niveau de la presse aussi. La presse, il faut la SRL au niveau du code OHADA, c'est 1 million minimum. Mais au niveau de la loi sur la presse, il faut avoir une SRL pour une entreprise de presse, il faut une SRL qui a au moins un minimum de 5 millions. Sans compter les différentes autres conditions à remplir au niveau du CNP avant de pouvoir exercer. Alors moi je vais être un peu terre à terre, c'est-à-dire concernant l'appel public à l'épargne, une entreprise qui est créée et qui appelle les souscripteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer l'argent des gens, il faut des gens qui ont du talent dans la matière pour gérer. Donc en fait, justement, au-delà même du talent, il faut comprendre que comme Kobri l'a souligné tout à l'heure, tout secteur d'activité a une réglementation spécifique. Ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise d'agrobusiness que vous êtes appelé à faire un appel de fonds ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau, il ne faudrait pas confondre ce que nous faisons réellement. Je veux dire, quand vous créez l'activité, vous créez une société, l'objet, je veux dire, de la société, et l'activité même dans son déroulement, ce que tu fais. Et je pense que c'est là que le problème se pose. C'est là que le problème se pose au niveau des sociétés d'agrobusiness. Donc ces sociétés-là n'avaient pas l'autorisation de pouvoir mener un appel public à l'épargne, c'est ce qu'on retient. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir du Conseil régional. Et le Conseil a été clair. Il a été clair. Il a même demandé à ces sociétés d'arrêter de faire ces souscriptions et de se mettre en liaison avec l'autorité, de se mettre en règle en fait. Et je pense que c'est la suite de ça. C'est vrai que peut-être que le CNC a peut-être... ça a démarré avant le communiqué du Conseil régional, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Conseil régional d'une autorité supranationale. Donc forcément, avant le communiqué, il y a dû avoir sûrement des entrevues avec l'autorité ivoirienne dans le sens de les alerter de ce qui s'est passé. Des décisions étaient prises après, mais juste avant de commenter, je veux qu'on comprenne quelque chose. Les entreprises doivent gérer un appel public à l'épargne des banques, l'établissement financier? Non, pas du tout. Pas forcément. Même lorsqu'on lance un emploi obligataire sur le marché financier, on a la BVM, qu'on appelle TPCI, Trésor public, ça c'est un appel public à l'épargne. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le lance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé les appels publics à l'épargne. Allez voir les statistiques du marché financier, vous verrez que c'est... Donc ce qu'on retient, c'est que les entreprises d'agrobusiness n'ont pas eu la subtilité d'avoir l'autorisation, n'est-ce pas, pour pouvoir être autorisé à faire un appel public à l'épargne, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis au-delà, peut-être que c'est pas pour les dédouaner, c'est pas pour les dédouaner. Il faut comprendre que la réglementation du marché financier est assez complexe. Assez complexe, en sorte que on peut dire qu'il y a beaucoup de juristes même sur le terrain qui ne s'y connaissent pas vraiment. Voilà. Je peux dire peut-être qu'elles ont péché peut-être par, je ne vais pas dire naïveté, mais bon, en fait, c'est une réglementation qui est assez complexe. Je pense qu'elles n'ont pas eu les outils nécessaires au départ pour se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'on commence à lancer ces souscriptions de façon publique, de façon aussi publicitaire, là, qu'automatiquement on allait tomber sous le coup. C'est pas pour les dédouaner, mais il faut comprendre qu'elles sont tombées sous le coup de cette réglementation sans se rendre compte en fait. Mais il fallait quand même prendre toutes les dispositions pour une telle activité que vous venez mener au plan national. Et même il y a certaines structures qui ont des activités qui vont de la Côte d'Ivoire. Okay. Il fallait prendre les dispositions, ça va de soi. Alors, je suis votre logique. Suite à l'interpellation du Comité national du crédit, le Trésor public ivoirien, n'est-ce pas, a favorisé la création d'un groupe de travail. Un groupe de travail qui est composé du Trésor, bien évidemment, de la Banque centrale, la BCAO, de l'Association des professionnels de banque, établissement financier de Côte d'Ivoire, et même de la police économique et aussi du CNRA, des spécialistes en agriculture. Alors, le groupe de travail a produit un rapport de 3 pages fin décembre, un rapport préliminaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un commentaire de ce rapport là-bas, Jacobri? Ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, lorsque le groupe de travail mis en place, il avait pour objectif de faire le lien, en fait, de voir dans quel, si véritablement, d'abord, essayer de cerner l'activité de cette structure-là et voir s'il y avait une corrélation entre les souscriptions qui sont collectées
Et puis, le travail qui est fait sur le terrain, c'est-à-dire s'il y avait des champs, notamment s'il y avait des productions, elles étaient vendues, est-ce que vraiment les retours de ces productions-là étaient véritablement ce qui permettait d'alimenter les retours sur investissement. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, le rapport nous dit que dans un premier temps, il y a un premier échantillon de structures qui a été identifié, sur lesquelles les enquêtes préliminaires ont porté. Ces enquêtes-là ont été diligentées par la police économique et la cellule nationale de traitement des informations financières. CENTIF, voilà. Et il ressort de ces enquêtes préliminaires que il n'y a pas de... ce ne sont pas véritablement les productions agricoles qui permettent de payer les retours sur investissement. Elles ont déterminé que ce sont les nouvelles souscriptions qui permettaient en grande partie de payer les retours sur investissement de ceux qui avaient souscrit auparavant. Donc, selon elles, des structures qui fonctionnent sous forme de structures pyramidales. Voilà. Alors moi je veux peut-être comprendre quelque chose, puisque on a des experts qui nous disent que c'est possible de pouvoir par exemple planter du chou et avoir 3 fois le bénéfice au moins de 6 mois. Ça existe, il y a des personnes qui le disent. Mais dans ce cas de figure, après les enquêtes, on constate que ce n'a pas été le cas. Moi j'ai un autre exemple, il y a la Koriako, qui est un village entre Tibissou et Yamoussoukro. Une structure comme monevia.com a fait une publicité, a montré qu'il y avait des espaces disponibles qui avaient été quand même cédés par les villageois pour quand même exercer. Alors, mais pourquoi après on nous dit que c'est pas possible? Est-ce que rien n'a été fait, Francis Taki? Comme vous le dites vous-même, entre la publicité et la réalité, il y a quand même un écart. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont eu à faire une publicité qu'on va dire effectivement que les plantations ont commencé à produire, ou bien est-ce que, je veux dire, les plants qu'ils ont eu à mettre sous terre ont commencé à produire. Non. À ce niveau, je pense qu'il y a une certaine légèreté. Et même moi, je vais un peu plus loin pour mettre en cause nos gouvernants et les médias d'État. Parce que ce n'est pas parce qu'on a besoin d'une publicité qu'il faut s'adonner à toutes sortes de publicités, même si elle est mensongère. Et puisqu'on a eu quand même écho. Voilà, parce que je pense que quand les médias d'État, je vais dire des services publics, appuient une telle initiative, ça crédibilise entre griffes l'activité. Ouais. Mais le constat, il est clair. Il est clair aujourd'hui. Je pense que nous allons revenir dessus tout à l'heure. Alors, bon, Jacobi, on revient toujours avec les résolutions du groupe de travail. Oui, les surfaces cultivables. Ce qu'il faut dire, c'est que l'agro-business, c'est un secteur qui est porteur. Ça, c'est indéniable. C'est un secteur qui est porteur. Donc, c'est possible pour certaines cultures d'atteindre des rendements qui sont vraiment élevés. Maintenant, pour le nombre de souscripteurs, on parle de 36 000. 28 000 ou 36 000, mais c'est quand même énorme. Voilà, c'est important. Si chacun doit avoir 2 hectares. Nous sommes de surface répertoriée. Et puis, les productions, tout ça, est-ce que véritablement pour 36 000 personnes là, on a pu véritablement mettre en place, on a pu trouver un espace, toutes ces structures ont pu trouver des espaces, des terres arables pour pouvoir faire ces productions à ce niveau-là. C'est ce qu'on se demande en fait. C'est ce qu'on se demande. À ce niveau-là, je pense qu'il faut attendre le rapport final du groupe de travail, puisqu'on a le CNRA qui est dedans. Parce que le CNRA, il faut le dire, le CNRA est une structure qui a des fiches projets. Quand vous ouvrez les fiches projets du CNRA en matière de vivrier, vous voyez que véritablement il y a parmi ces plus vieilles là certaines qui produisent, qui peuvent permettre d'avoir de bons rendements. Voilà. Mais de là, avoir les rendements que qui sont proposés par ces structures là, à ce niveau là, comme je dis, il faut attendre le rapport final. C'est vrai que déjà le rapport préliminaire a trouvé que ce ne sont pas ces cultures-là qui permettent de payer les RSI, mais attendons et surtout qu'on a quand même des aspects du CNRA dans le groupe de travail. Voilà. Il y a un peu peut-être... Voilà, je pense qu'il y a je peux dire, un soupçon de crédibilité au niveau du travail qui sera effectué. On rappelle qu'au niveau, quand on parle de la pyramide de Ponzi, c'est une escroquerie qui consiste à mettre en place un système d'investissement pyramidal dans lequel, n'est-ce pas, la rémunération des premiers participants est assurée, n'est-ce pas, par les mises des nouveaux arrivants jusqu'à ce que le mécanisme se fonde de lui-même, faute de nouveaux investisseurs. Alors, nous allons continuer, Francis Taki. Depuis un certain moment, un syndicat national des professionnels de l'agrobusiness de Côte d'Ivoire, SINAPAPSI, fait aussi de la communication. Voilà, ce syndicat-là, n'est-ce pas, fait diligence auprès des autorités afin de discuter, n'est-ce pas, pour dégeler leurs comptes. Puisque ce syndicat estime que la situation met à mal tous les chronogrammes de réalisation des cultures et expose l'épargne à la population. Ils ont quand même leur raison, puisque on dégèle, sinon on gèle vos comptes, vous ne pouvez pas fonctionner.
effectivement, ils disent vrai. Je parle de ces syndicats. Ils disent vrai parce que quand les comptes sont gelés, les activités sont automatiquement arrêtées. Donc on ne peut pas aujourd'hui continuer à produire. Et je vais dire même c'est une grande perte pour ceux qui réellement ont des champs et sont en train de produire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'ils ont en quelque sorte raison de demander le dégel de leurs comptes. Mais je pense que le fait aussi d'avoir gelé les comptes n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faille qu'on voit un peu quand même plus clair dans cette affaire. Puisqu'il peut y avoir des mouvements de retrait. Donc on ne peut pas quand même demander aux gens de pouvoir faire des mouvements sur leurs comptes et en même temps dire que nous allons mener des enquêtes approfondies pour savoir ce qui se passe. Je crois qu'en toute chose, il faut savoir raison garder, et s'il y a eu gel des comptes, c'est pour que la vérité soit sûre. Et si la vérité est sûre dans cette affaire, c'est à l'avantage et des sociétés d'agrobusiness et l'État de Côte d'Ivoire, et à l'avantage aussi de la population et des épargnants, je vais dire des souscripteurs. Donc ils ont leur part de vérité, mais l'État de Côte d'Ivoire et même le gouvernement n'a pas raison aussi de geler les comptes et de chercher à voir plus clair dans cette affaire. Alors, j'ai compris un commentaire sur la requête. Je me dis que le gouvernement se trouve dans une situation assez difficile, assez complexe, assez délicate. Parce que comment est-ce que lorsqu'il y a eu des enquêtes préliminaires qui ont conclu qu'on est face à certaines, pour un petit échantillon, qu'on est face à des structures qui appliquent un système pyramidal. Et puis, comment est-ce qu'on protège l'épargne des populations? On met en place des mesures conservatoires en attendant que les enquêtes finissent. Il faut comprendre que véritablement c'est une position délicate. C'est vrai que pour certaines structures qui ont véritablement des parcelles, qui sont en cours d'exploitation, il y aura forcément des dégâts. Mais de l'autre côté aussi, il y a un souci de protection de l'épargne des Ivoiriens. Il y a un souci de faire en sorte de mettre en place des mesures conservatoires pour que si parmi ces structures-là, il y a des structures défaillantes, les gens ne puissent pas s'enfuir avec les fonds. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est peut-être une décision difficile que l'État de Côte d'Ivoire a dû prendre, mais elle n'est pas pour autant négative. À ce fait, des responsables d'entreprises d'agrobusiness ont été arrêtés. On peut savoir un peu plus? En tout cas, lors de du dernier point de presse du procureur de la République, il a fait savoir que lorsqu'ils ont commencé à entendre les responsables de ces structures-là, il y en a certains qui ont pris de l'âge et certains qu'ils ont préféré mettre en détention préventive à raison du fait que il y avait, comme on le dit, il y avait au niveau un écart trop grand entre les souscriptions qui ont été collectées et puis les fonds qui étaient présents dans les... Et qu'il y avait des retards de paiement aussi, voilà, pas de respect de l'engagement. Donc, tout ça l'un mis dans l'autre. Il y en a beaucoup, il y en a certains encore qui sont encore en liberté. Ça veut dire que c'est pas tous les réseaux de ces structures-là qui se trouvent derrière les barreaux, c'est seulement certains. Voilà. Mais comme on le dit, avec le temps, avec l'affaire des enquêtes, nous en saurons beaucoup plus. Voilà. Et même à ce niveau-là, je crois que le gouvernement a raison de garder certains responsables de structures d'agrobusiness. Quand on fait un retour dans un passé récent, ici en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé avec cette histoire de placement d'argent, encore une autre histoire de e-business et autres. On a vu la structure qui a fait tellement de bruit et qui distribuait des taxis aux gens à Abidjan, qu'on appelle à Konavoufle, où le premier responsable se trouvait quelqu'un qui roulait dans une armure alors que les souscripteurs n'avaient pas leur dû. On a vu comment cette affaire est finie. C'est pas la première fois que ces gens qui se faisaient passer pour une structure de microfinance, aucun argument de microfinance. Justement, et aujourd'hui, si on est face à une situation qui, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer, que cette situation est similaire à ce qu'on a vu dans un passé récent, mais il faut quand même prendre un certain nombre de mesures pour ne pas qu'on retombe dans le même travers. Donc je pense que
cette décision-là, moi, pour ma part, elle est quand même avant-gardiste et elle est à saluer. Alors, Borja Kobri, depuis un certain moment, des souscripteurs font des sittings pour réclamer leur argent. La situation devient difficile puisque ces entreprises agro-business ne peuvent plus, n'est-ce pas, travailler convenablement. Leurs comptes sont gelés. Alors, on n'arrive pas à comprendre les souscripteurs puisque certains défendent les entreprises d'agro-business, certains aussi demandent à l'État de faire un effort pour pouvoir les aider à au moins savoir leur argent. Un commentaire sur ces sittings, les inquiétudes des souscripteurs. Moi, je comprends le désarroi des populations, parce qu'il faut voir ça comme un désarroi. Voilà une activité qui a commencé il y a des années. On a laissé faire. Certaines personnes, dès le début, ont investi dedans. Et ont gagné. Ont touché leur investissement qu'on leur a promis. Donc, même si certains avaient encore à l'esprit le souvenir de ce qui s'est passé au niveau des besoins de placement, c'est vrai que c'était réticent, mais petit à petit, le temps est dans. Et puis, le fait qu'on laisse les gens faire. Avec la publicité. Oui, pour finir, ça commence à faire baisser leurs inquiétudes. Au-delà, on permet à ces structures de faire la publicité sur quoi? Sur la RTI, sur la télévision d'État. Une télévision d'État. Bon, quand moi je suis un Ivoirien lambda, une structure est là depuis plus de 2 ans, 3 ans. Certaines personnes investissent, ils rejoignent leur recherche d'investissement que moi-même je constate. Et cette structure-là fait la publicité sur d'abord une campagne d'affichage partout sur Abidjan. Elle passe des spots, des publics reportages, des spots sur la radio-télévision ivoirienne qui est la télévision d'État. Mais quelle âme ou bien quel élément j'ai pour ne pas dire que cette structure est fiable? Donc automatiquement je dis qu'elle est fiable. Et cela a contribué en grande partie à faire baisser les inquiétudes que les gens avaient, les réticences que les gens avaient pour se lancer dedans. Et je pense que c'est ce qui peut-être est à la base du désarroi des populations. Les gens estiment que, en partie, d'une certaine manière, il y a un certain laxisme qui ressemble à de la complicité de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si même les démembrements de l'État de Côte d'Ivoire ont participé à ces actions-là, c'est difficile comme elle le dit. Voilà, vraiment c'était de l'escroquerie. Ils ont collecté 106 milliards, mais il reste que 22 milliards. Alors, dans un gap de 40 milliards, tout ça. Bon, les choses sont difficiles à accepter. Alors pour eux maintenant, comment rentrer en possession au moins de leur argent, la fasciste acquis, c'est un peu compliqué être dans la situation. Vous investissez par exemple 5 millions, et puis bon, c'est pas sûr d'avoir même votre capital d'investissement. Oui, il faut voir dans ces différentes actions un cri de désespoir. Un cri de désespoir et au-delà même du désespoir, un appel aux gouvernants et à nos autorités à prendre leurs responsabilités de cette affaire. Parce que on ne peut pas, comme Kobri vient de dire tout à l'heure, laisser prospérer une telle activité sans prendre des garde-fous et, je vais dire, appuyer institutionnellement, entre griffes, cette activité par une publicité sur les médias d'État. Et je vais dire, même au-delà de ça, nos gouvernants ont fait la promotion de l'agro-business. Il y a eu certaines structures qui ont eu des prix au niveau de l'État, des prix remis par des ministres de la République. Donc, dire que l'un dans l'autre, ce sont des éléments qui mettent en confiance le souscripteur. Et le souscripteur, ça a permis aussi d'accroître le nombre de souscripteurs. Au-delà de cette affaire de publicité, il faut comprendre aussi que nos souscripteurs ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Il y a des gens aussi qui, au début, ont reçu de l'argent, ont eu, je vais dire, satisfaction, ont eu une certaine satisfaction et ont permis à d'autres d'y intégrer. Donc aujourd'hui, s'ils manifestent, je pense que c'est en partie demander à l'État de Côte d'Ivoire d'intervenir. Mais qu'est-ce que l'État veut bien faire? C'est des choses, des engagements que vous avez eu à prendre. Alors, justement, je rappelle ce que, à l'issue du Conseil des ministres de mercredi dernier, le gouvernement ivoirien a dévoilé, le mercredi dernier, les résultats d'une enquête sur les entreprises d'agro-business, faisant ressortir que 28 entreprises d'agro-business dénombrées ont été dénombrés avec 36 699 souscripteurs qui ont investi 66 milliards, n'est-ce pas, pour une promesse totale de 660 milliards. Et quand on essaie les soldes disponibles sur le compte de ces sociétés s'élèvent à 22,7 milliards. Donc il y a même un gap de 44 milliards qu'on les fonds collectés. Voilà, 44 milliards qu'on n'arrive pas. Et ce qu'ils ont promis aux gens, c'est que les gens devaient avoir en réalité. Voilà. Donc, pour le remboursement même du capital, il y a un problème. Avec les 22 milliards et quelques, on ne peut même pas rembourser les 66 milliards.
On a seulement le 1/3. Oui, le gap de 40 milliards, qui va s'en charger? Bon, il y a tout ça. Bon. Donc, c'est ce que je me dis, de façon objective, je me dis qu'on se retrouve dans une situation encore, on revient dans la situation à l'époque, à la maison de placement, hein, on revient à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas été, qui ont perdu l'argent comme ça. Je pense que c'est qui n'ont pas été remboursés. C'est vrai que ça qu'on s'achemine. Hein. Peut-être qu'il y a des solutions, puisque l'État, le Conseil des ministres a invité les autorités judiciaires, d'une part, à accélérer les procédures en cours en vue du remboursement des souscripteurs sur la base des ressources disponibles. Mais ils vont. Sur la base des ressources disponibles. Avec quoi ils vont rembourser? C'est vrai que 22,7 milliards qu'ils vont rembourser, 22,7 milliards, donc ils sont 6 milliards collectés. Donc automatiquement, il faut se dire que forcément, il y a une décote dans ce qui. Il y aura forcément une décote importante du département de la mise initiale. Voilà, la mise initiale. Voilà. Beaucoup ne vont même pas recevoir. Voilà. Et je vois mal l'État de Côte d'Ivoire aller compenser ça. 40 milliards au moment où on a eu affaire à une mutinerie, où l'État a promis certaines choses aux militaires, où les fonctionnaires sont levés aussi, sont en grève, où il y a des décisions continues. Donc avec tout ça, comment l'État allait. En vous écoutant, vous ne rassurez pas les souscripteurs. Non, c'est pas question de rassurer, c'est question d'être objectif. Il faut aborder les questions avec assez de lucidité. Voilà. Avec assez de lucidité. En réalité, hein, ça sera un peu compliqué. Il faut être lucide. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit. En si peu de temps, les Ivoiriens ont réussi à mobiliser 66 milliards. Mais dis donc, il y a de l'argent dans ce pays, 66 milliards. Alors, je ne savais pas qu'il y avait assez d'argent dans ce pays. 66 milliards, on peut créer 6 banques. Pour ce petit nombre-là, oui. Alors, pour 36 000 personnes, on réussit à mobiliser 66 milliards. Oui, vraiment, il y a assez d'argent. Nos collectivités territoriales ou les entreprises peuvent mobiliser les fonds pour pouvoir financer. En fait, c'est l'élément en fait, qui saute à l'œil. En fait. Et en fait, nous sommes 23 millions d'habitants. Et c'est même pas la moitié des millions. Hein. Ce ne sont que 36 000 qui ont permis de mobiliser 66 milliards. Qui est, comme vous dites, l'équivalent pratiquement du capital million pour au moins 6 banques. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez le nombre de microfinancements que ça peut créer. Imaginez ce 66 milliards sur le marché financier, dans un emprunt obligataire, du troisième compartiment qu'on veut créer au niveau des PME, tout ça. En fait, ça montre aujourd'hui que les Ivoiriens, la capacité de mobilisation de l'épargne publique, de l'épargne des Ivoiriens. Aujourd'hui, ça montre que les Ivoiriens ont envie d'investir. Ils sont à la recherche d'opportunités d'investissement. D'opportunités d'investissement. Mais opportunités d'investissement quoi? Avec je peux dire, des garanties et puis des conditions de retour sur investissement qui sont attractives. Même si on est pour avoir peut-être 200%, 300% comme ça s'est passé, mais au moins si on est pour mettre des choses qui sont au-delà de ce que les DAT qu'on fait de les banques, mais si comme je peux dire, retours sur investissement sont attrayants, je pense que voici, les Ivoiriens nous ont montré que on peut mobiliser l'épargne en interne pour financer l'économie. Et ça, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a intérêt peut-être à saisir cette opportunité-là. Il faut qu'au niveau du programme de développement du secteur financier qui a été initié par le gouvernement, pour lequel il y a du retard et pour lequel même les secteurs financiers comme le FMI, tout le temps alerte le gouvernement, je peux dire alerte le gouvernement sur la question, il faut qu'on puisse trouver véritablement des systèmes innovants pour capter l'épargne. Certains parlent de crowdfunding, on parle de financement participatif. En fait, ce qui se passe au niveau des studios d'agro, ça ressemble à du financement participatif, mais en l'absence de réglementation spécifique pour ça, on tombe automatiquement sur le coût de la publique à l'épargne. Mais je pense qu'il y a des opportunités à opportunités. Il faut qu'on puisse réfléchir à voir dans quelle mesure on puisse capter cette épargne-là. On va terminer, Francis Taki, par exemple au niveau du trésor, des emprunts obligataires, on peut peut-être proposer des matchs bénéficiaires à 30 pour les Ivoiriens. Bien sûr. Je pense que à quelque chose malheur est bon. Ça nous a permis de comprendre que les Ivoiriens ont une extraordinaire capacité de mobilisation. Ils peuvent mobiliser, on peut mobiliser assez d'épargne en interne. Donc à ce niveau, je pense que c'est une opportunité pour nos gouvernants de pouvoir, trouver des voies et moyens pour permettre aux Ivoiriens de s'intéresser à certaines choses en Côte d'Ivoire. Ils peuvent mobiliser des fonds, ils peuvent permettre aux Ivoiriens de participer au financement de certaines infrastructures qui puissent leur permettre à la Côte d'Ivoire de décoller, d'atteindre l'émergence tant chantée. En 2020. Alors, je pense qu'on a assez traité cette question. Merci d'avoir quand même donné vos points de vue. Je pense que ça a été riche. On espère pour les souscripteurs qui ont quand même investi le fruit de leur labeur, on espère pour eux avoir ces fonds-là pour pouvoir peut-être investir dans d'autres business. Et on espère aussi que les entreprises d'agro-business permettront, n'est-ce pas, à ces souscripteurs-là d'avoir au moins leur capital d'investissement pour pouvoir quand même soulager leur
Voilà, leur inquiétude. Voilà. Merci pour ce premier thème. Nous avons terminé et à tout de suite pour le second thème. Alors, nous abordons la deuxième partie de cette émission. Nous parlons du cacao ivoirien. Pourquoi son exportation pose problème? Le constat qui est fait depuis un certain moment est qu'au niveau des deux ports ivoiriens, le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro, qui est d'ailleurs le premier port d'exportation de cacao au monde, le cacao ivoirien est bloqué. L'exportation de cette spéculation n'est pas possible, ce qui a provoqué le courroux des exportateurs. Alors, Francis Taki, vous qui suivez cette question de près, quelle est l'origine de cette histoire, de cette affaire d'exportation de cacao qui est bloquée? Merci bien. Je pense que si on veut aller aux origines de cette affaire de cacao, on reviendra aux différentes réformes qui ont eu lieu dans la filière café-cacao depuis 1960, de la Kesta en passant par la libéralisation de la filière, jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui au niveau du conseil café-cacao qui est un retour à l'unicité des caisses. Je veux dire, c'est comme si nous revenions à la caisse de stabilisation. Mais je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de l'exportation de notre cacao, c'est parce que au niveau de la bourse de Londres, il y a un problème. Au niveau de la bourse de New York aussi, il y a un problème. Parce que aujourd'hui, avec le développement des technologies, on ne peut pas se comporter comme nous étions en 1960. Même un paysan qui est dans son champ, qui a Internet, peut savoir combien le prix du cacao est fixé à Londres. Donc, je crois que l'information aujourd'hui passe et les exportateurs ne veulent pas vendre à perte. Le conseil café-cacao ne veut pas perdre son fonds de réserve. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a problème. On va être plus pédagogique. Le coût du cacao est combien au niveau de... On nous parle de 1300, n'est-ce pas, 26 francs le kilo au niveau, par exemple, de la bourse de Londres, alors qu'au niveau du prix de rémunérateur fixé au producteur, c'est 1100 francs, alors que il y a des intermédiaires entre le producteur et la bourse de Londres ou la bourse de New York. C'est bien évidemment les opérateurs économiques intermédiaires. On parle des acheteurs et des exportateurs. Les exportateurs, leur marge est de 1850. Alors, quand on fait une analyse, c'est que le conseil café-cacao doit, je crois, amortir cette somme. Oui. Et c'est là où il y a problème. Mais justement, vous voyez, vous parlez du prix à la bourse 1300. Vous avez le plus bas champ qui est de 1100 francs. 1100 francs. Donc vous voyez déjà, il y a une différence. Et l'exportateur doit l'acheter à 1800. Donc vous voyez déjà, nous sommes entre 460 et 550 francs comme gap, qui en principe devait être soutenu par le conseil café-cacao. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qui va faire un commerce à perte en achetant le prix, en achetant moins et vendre, non, en achetant plus et vendre moins. C'est aussi simple. Alors, Boja Kouboui, comme il a dit, le gap, il est quand même important pour le conseil café-cacao, mais il y a quand même, j'allais dire, cette situation a été anticipée, puisqu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment il y a un fonds de réserve au niveau du conseil café-cacao. Oui, en principe, il y a un fonds de réserve, qui tourne autour, selon nos sources, qui tourne autour de entre 80 et 120 milliards de francs CFA, en fait. Mais il faut comprendre que c'est vrai qu'on n'a pas, il y a une polémique. Certains estiment que le conseil café-cacao ne veut pas compenser ce gap, ce que le conseil refuse d'ailleurs. Mais il faut comprendre que 120 milliards, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. 120 milliards c'est pas grand-chose. Il faut comprendre que, imaginez 1,6 million de tonnes qu'on a exportées avec une décote, avec un gap de près de 400 francs. Où est-ce que ça fait? Je pense que c'est de nature à creuser fortement le fond, à éroder ce fonds de réserve-là. Voilà. Donc, ça porte à croire véritablement que peut-être qu'il y a des réticences au niveau du conseil café-cacao pour compenser ce gap-là. Peut-être. Donc, peut-être qu'on jouait sur ce petit jeu-là, à malin et demi, en sorte que peut-être que le fait qu'on n'exporte pas puisse véritablement influer sur le coût international, peut-être pour le faire en raison de cette pénurie-là, faire grimper le coût. Malheureusement,
le coût n'a pas vraiment grimpé. Voilà, donc là, on est obligé d'y aller, on est obligé de compenser. Voilà. Alors, avant d'aller un peu plus profondément dans ce sujet-là, Francis Taki, ce fonds existe? En effet, ça devait exister. En principe, ça existe. Mais vous et moi, nous n'avons pas la possibilité de vérifier au niveau de la BCAO pour savoir si ce fonds existe. Ce que nous savions, selon nos sources, ce fonds-là ont été, je vais dire, créés. Ce fonds a été créé sur conseil des bailleurs de fonds. Donc, en principe, ça devait exister. Mais à l'heure où je vous parle actuellement, je n'ai pas la possibilité de savoir si réellement cet argent se trouve dans ce compte. Alors, tout à l'heure, il parlait de stratégie du Conseil Café Cacao, bloquer les stocks pour permettre quand même au prix de pouvoir être intéressant demain. Mais jusqu'à aujourd'hui, le prix n'est pas encore descendu. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que le cacao, depuis un certain moment, j'allais dire, la production au niveau mondial, la production cacaoyère a été quand même élevée ces dernières années, et que peut-être j'allais dire, les négociants ont pu peut-être garder des stocks? C'est possible? Oui, c'est possible, mais je pense qu'aujourd'hui, là où nous sommes, il ne faudrait pas occulter le fait que si le Conseil Café Cacao existe et qu'il travaille, ça devrait être en principe dans l'intérêt du paysan. Et donc, comme Kobi le disait tout à l'heure, si tel est le cas que le Conseil Café Cacao a décidé de jouer ses stratégies pour que les prix montent, je pense que ce n'est pas bien pensé parce que, en fin de compte, c'est le paysan qui en pâtit, c'est le paysan qui perd. Depuis le mois de novembre, nous avons eu à signifier cela dans nos journaux, qu'en fin d'année, les paysans allaient s'empiffrer de leur cacao. Effectivement, ils s'empiffrent de leur cacao parce qu'ils ont leur cacao sous le bras. Voilà, c'est ce qui est la réalité. À l'heure où je vous parle actuellement, il y a des camions, si vous allez au port, il y a des camions qui sont stockés, ce n'est pas parti. Donc, je veux dire, la cargaison n'a pas été totalement évacuée. Et l'ouverture dont on parle, le Conseil Café Cacao parlait d'un bateau qui devait venir prendre des stocks de cacao pour partir, ça n'a fait que 3 jours. Ça n'a fait que 3 jours. L'ouverture, je veux dire, l'évacuation du cacao n'a duré que 3 jours. Et récemment, il y a une structure qui a refusé près de 450 véhicules qui avaient le cacao, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas payer. C'est parce que nous sommes aujourd'hui à l'antenne, on ne peut pas dire le nom de cette structure. Donc, pour dire simplement que les exportateurs aussi ont le souci de préserver leurs gains. Voilà, ils ne sont pas des philanthropes. Ils ne sont pas des philanthropes. Donc, cette question, elle est vraiment épineuse. Mais je pense qu'il faut aller au-delà des petites spéculations et penser à l'intérêt du producteur qui n'a que des revenus annuels. Bon, au niveau des producteurs, la DG du Conseil Café Cacao, Mme Massandié Touréliste, avait fait une campagne où elle a dit qu'au niveau des producteurs, il n'y avait pas de problème, puisqu'elle demandait aux producteurs d'exiger le prix rémunérateur de 1100 francs, qu'au niveau des exportateurs, je pense qu'il y avait quand même le Conseil Café Cacao a sa responsabilité à jouer, que ce conseil-là jouera son rôle. Oui, donc, nous arrivons à ce niveau-là. C'est le Conseil Café Cacao qui donne les agréments pour l'exportation du cacao. Donc je pense aussi que le Conseil Café Cacao devrait avoir un moyen de pression sur les exportateurs. Ça fait un. Deuxièmement, quand on me parle du prix Borchamp garanti, il faut arrêter cette comédie. Il faut arrêter cette comédie dans la mesure où, quand vous allez dans les zones de production de cacao, vous comprenez que le Conseil Café Cacao n'a pas la possibilité d'arriver dans certains endroits. Vous avez votre cacao dans votre campement où il n'y a même pas de route. L'acheteur qui arrive, sinon le pisteur, parce que très souvent, ce n'est pas l'acheteur qui va jusqu'à ce niveau. Le pisteur qui arrive dans les confins de Miadji, Soubré, Gabiadji, dans des confins, je vais dire, de notre territoire, et qui dit que votre cacao, il est là depuis combien de mois, ça ne s'achète pas. Moi, je vous achète le cacao à 800 francs, mais je vous donne un reçu de 1100 francs. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si on veut nous brandir des bouts de papier pour dire que ouais, le prix du cacao est respecté, je suis désolé. Vous allez voir partout des reçus de 1100 francs, mais en réalité, le paysan n'a que 800 francs parce qu'il ne peut pas avoir d'autres possibilités d'évacuer son produit à ce niveau-là. Vous voyez le drame. Alors Boja Kobri, moi je veux aussi qu'on aborde un autre pan de cette question-là. C'est que dans un journal de la place, précisément dans la tribune de l'économie, un exportateur disait ceci: la situation de blocage concerne les exportateurs qui n'ont pas de ligne bancaire consistante.
ou dont les banques ne sont pas suffisamment en confiance pour accompagner leurs transactions commerciales. Et donc, il soutient que c'est difficile donc, pour ces exportateurs-là de mobiliser de l'argent pour faire face à leurs besoins dans l'immédiat, puisque le versement de la compensation du Conseil Café Cacao n'est pas immédiate. En fait, ça va dans le sens de ce que Taki vient de dire tout à l'heure, en parlant du fonds de compensation. Il a dit clairement, actuellement, nous n'avons pas les moyens de vérifier l'existence de ce fonds. Même si ce fonds arrive. Même la présence de ce fonds. Même si ce fonds arrive, il n'est pas immédiat. Mais il faut comprendre qu'il y a une institution légitime des banques. Ah oui. Il y a une institution légitime. Est-ce que si on finance, est-ce que ce demande sera compensée? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. L'État n'est pas bon payeur. Voilà. Même si, déjà même qu'un fonds, on ne peut pas vérifier l'existence du fonds, savoir si véritablement les 120 milliards qu'on dit qui sont vraiment présents. Les banques ont quel moyen pour savoir véritablement que, voilà la garantie que lorsqu'elles vont financer ces exportateurs-là, elles seront payées en retour. Voilà. Quelle est la garantie que le Conseil Café Cacao donne à ces banques? Il y a problème. Voilà, il y a problème. Si ces banques-là refusent de financer, c'est qu'elles n'ont pas eu la garantie nécessaire de voir la compensation. Si véritablement le prix international était rémunérateur, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Voilà. Mais là, déjà que le prix international n'est pas ça, et puis déjà, on a des difficultés d'exploitation, bon, il faut comprendre que les banques sont forcément réticentes. Les banques, ce n'est pas leurs fonds, ce sont les fonds qu'elles prêtent. Alors, voilà, comme je reste toujours avec vous, premier producteur mondial avec 1,8 million de tonnes en 2015, 1,7 million de tonnes en 2016. La Côte d'Ivoire n'arrive toujours pas à influencer la fixation des coûts mondiaux. En fait, là, il faut comprendre que c'est une des limites de la réforme. La réforme, c'est vrai qu'en 2011-2012, lorsque la réforme a été mise en œuvre, automatiquement, ça a impacté le marché international parce qu'on n'est pas du cas de la production mondiale, comme une production mondiale. Forcément, lorsqu'une production d'une telle taille se restructure sur le marché international, véritablement, vous sentez les effets. Donc, on a vu le coût grimper. Mais là, il faut comprendre que ça montre les limites, en fait. On ne maîtrise pas le marché international. Au-delà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont lancés dans des programmes de qualité et puis d'augmentation de la production. Comme le Ghana. Le Nigeria. Le Nigeria même qui a pour ambition de battre la Côte d'Ivoire à coût moyen terme. Voilà, futur proche. Vous voyez? Donc, déjà, pour diversifier son économie. Voilà. Déjà, à 1,7 million de tonnes, on a l'impression que sur le marché international, les coûts baissent. Et ça fait déjà pratiquement 4 ou 5 mois que les coûts sont bas. Mais imaginez que toutes ces positions du Ghana, du Nigeria, s'ils augmentent la production, regardez ce qui va se passer sur le marché international. On va se retrouver dans une situation où on se retrouve comme au niveau des caoutchoucs naturels, où depuis lors, les coûts ne décollent pas vraiment. Voilà, en raison de la surproduction. Voilà, donc c'est une inquiétude, ce sont des perspectives qui sont au niveau du cacao qui ne sont plus assez réluisantes. Donc, il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre peut-être des mesures en termes de... Alors oui, justement, Francis Taki, pour l'avenir du cacao ivoirien, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, opportun, n'est-ce pas, de passer à l'étape de la transformation? Justement, je pense que, comme vous le dites vous-même, on ne peut pas avoir une certaine influence sur la fixation du prix du cacao quand c'est les autres qui transforment notre produit. Nous vendons notre cacao jusqu'à aujourd'hui, je vais dire en grande partie, brut. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que celui qui transforme, et c'est en transformant qu'on donne une certaine plus-value, une certaine valeur au produit. Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas d'autre solution que de chercher à envoyer son produit soit en semi-fini ou en produit fini. Et la transformation du cacao en Côte d'Ivoire va créer des emplois. Et tout à l'heure, je vais rebondir sur une question. Vous aviez parlé de la chute du tonnage. Nous étions à 1,8 million, nous sommes à 1,7 million. Et je vous assure encore que nous allons tomber. Voilà, parce qu'à côté du fait que nous avons un verger vieillissant, il faut aller avec le Schulen-Schut, une maladie que j'appelle le sida des vergers. Les gens n'en parlent pas assez, on ne fait pas de sensibilisation, on ne traite pas assez. Pour quelqu'un qui a 12 hectares, on va lui donner une boîte de produits pour traiter son champ, il n'arrive pas à traiter. Bon, écoutez, il y a quand même un problème et ça peut constituer l'objet même d'une émission sur cette question du Schulen-Schut. Il faut prendre au sérieux parce que c'est en train de décimer le champ. À côté de cette maladie qui est une vermine dans la production cacaoyère, il y a aussi le trafic du cacao. Le cacao continue d'aller au-delà de nos frontières et se vendre dans des pays comme la Guinée, dans des pays comme le Libéria, dans des pays comme le Burkina. Le Ghana, c'est une voie ouverte. Ça se vend aussi. On n'en parle plus. Écoutez, il y a quand même des dispositions à prendre. Voilà, ici,
se pose la question de la porosité de nos frontières et du fait que nous avons des agents de force de l'ordre qui n'ont pas une conscience nationale et qui, aujourd'hui, ça donne une certaine corruption à un certain niveau et que notre production va continuer de baisser. On ne peut pas aussi ériger une clôture comme aux États-Unis. Hein. On n'a pas le moyen. C'est une question entre griffes patriotisme, parce que un patriotisme économique. Oui, parce qu'aujourd'hui on est menacé par des poids lourds. Il ne faudrait pas voir seulement sa poche, il faut voir l'économie nationale. Ouais. Voilà. Vraiment, on a épuisé ce sujet comme on a pu avec vous. Notons que le cacao représente 15% du PIB ivoirien et 50% des recettes d'exportation. C'est vraiment important pour la Côte d'Ivoire de pouvoir se pencher sur, n'est-ce pas, cette spéculation qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'elle est. Et aujourd'hui, nous sommes menacés par des concurrents, des voisins. Mais c'est la guerre économique, c'est normal. Il faut vraiment prendre des mesures au niveau de nos autorités étatiques pour pouvoir y faire surface et puis être encore ce grand leader-là qu'on a connu au niveau du cacao ivoirien. Alors merci aux deux invités d'avoir accepté d'échanger avec nous. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous étions avec deux journalistes, des patrons comme on peut le dire. Francis Taki, il est le directeur de publication de l'Éléphant déchaîné, un bi-hebdomadaire ivoirien satirique d'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi d'être à cette émission. On espère vous revoir pour d'autres sujets d'actualité aussi chauds. Merci. Voilà. Bonja Kobri, merci encore d'avoir accepté de venir échanger avec nous. On rappelle que vous êtes quand même habitué à cette émission. On espère avoir encore de vous votre expertise pour pouvoir permettre aux téléspectateurs de comprendre l'actualité économique. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission d'Eco-Presse. Sur ce, bonne suite de programme sur Business 24. Votre chaîne panafricaine d'information économique et financière. Merci.